Fransk Norsk Café med fransk kulturhus. Velkommen! Café franco-norvégien avec Fransk Kulturhus. Bienvenue! Bonjour, dette episode 5 av Fransk Norsk Café-podden, en podcast presentert av Fransk Kulturhus. Dagens episode ledes av meg, Gilles, og i dag ønsker jeg Kjetil velkommen. Bonjour, Kjetil. Bonjour. Kjetil som vil fortelle oss litt mer om sin erfaring med fransk som språk, og ikke minst når det gjelder hans stor interesse i Citroën og franske biler. Så Kjetil, vil du kanskje starte ved å fortelle oss litt mer om deg? Ja. Min kontakt med det franske språket begynte i 1974. Da var jeg 18 år, og jeg ønsket å lære litt mer fransk, og gikk til det franske kultursenteret og meldte meg på et kurs i fransk på universitetet i Besançon. Jeg trodde det skulle være noen slags ferie. Jeg fikk mange fine dokumenter fra det franske kultursenteret med runde stempler, og reiste til Frankrike, og det var ikke noe ferie. Det var et hardt universitetskurs i 3 uker om sommeren, og lærerikt, og det var da selvfølgelig et kurs for utlendinger, og jeg lærte fransk med japansk aksent, for det var mange japanere til stede. Og var du da helt ny begynner, eller? Jeg hadde hatt fransk i 2 år på gymnaset, det som nå heter videregående skole, og jeg synes fransk var et fascinerende språk, både fordi det var en utfordring fonetisk, og jeg har alltid likt utfordringer, og fordi det er bygget opp i korte sekvenser til forskjell fra tysk, som har en lang planlegging hver gang du skal si noe, for du må vite hva du skal si før du begynner, for verben til slutt. Fransk kan du uttrykke i kortere sekvenser med komma imellom, og det passer min måte å tenke på noe bedre enn tysk, så det kan bety noe. Ja, så det var en praktisk opplevelse. Ja, jeg tror det. Så jeg likte det veldig godt, ja. Og skal vi se, så jeg var 3 uker i Besançon, kom hjem og vedlikeholdt min toppkarakter i fransk på gymnaset, og den var med på å gi meg nok poeng, så jeg kom inn på medisin. Jeg har studert medisin, og jeg er altså lege, og etter hvert blitt ortopedisk kirurg. Og hva gjør du da du kom tilbake til Norge? Fortsatte du med å ta kurs, fransk kurs her i Oslo kanskje? En stor periode hvor jeg ikke hadde noe systematisk fransk kurs. På grunn av et humanitært arbeid i Vest-Afrika, i Burkina Faso, så tok jeg det opp igjen i 2002, og har da gått på kurs på det franske kultursenteret siden da, og det blir vel 21 år nå, og det er lenge. Ja, jeg tror man kan si at du er en venn av det franske miljøet i Oslo, og du er veldig kjent med oss. Det er nemlig det som er interessant med deg og Kjetil. I løpet av 20 år, du har sikkert mange endringer. Det er ganske mye som har endret seg i forhold til hvordan man underviser og lærer fransk. Kan du dele noe om dette? Ja, den har jo endret seg med lærernes generasjonsskifte. Jeg tror nok det var mer strikt tidligere. Vi hadde en veldig flink eldre kvinne som var lærer, samme hva hun heter for noe, men hun satte oss på plass hvis vi gjorde feil. Og så har vi hatt mange andre, og den gode tingen oppi dette er at vi har hatt ulike lærere med ulik profil, og det er i seg selv en gevinst, fordi da vil vår erfaring også bli mangefasettert, og det tror jeg er en viktig ting, at du lærer litt på forskjellige måter for å få en bredere sammensatt kunnskap i språket. Og når det gjelder din familie, deler de den interesse du har i fransk, eller er du det eneste i familien som er så glad i det franske språk? Ja, det er interessant, fordi jeg tror at jeg har formidlet noe til min søster, som da
etter at jeg var ferdig på gymnaset og viste min interesse, så hadde hun 1 år i Caen i Normandie på seksjon for utenlandske studenter, og før hun ble journalist etter hvert. Og min datter har fransk grunnfag på universitetet, og har skal vi se master i utenlandsk konfliktanalyse ved Sciences Po i Paris. Og på et tidspunkt var hun flinkere enn meg, men nå har jeg blitt 20 år på, så jeg tror jeg fortsatt, nå tror jeg tar henne i det språket. Og hva med kultur, Kjetil? Du bodde jo, du sa, i Besançon, for eksempel. Beholdt du noen kultursett etter dette opphold? Er du glad i franske filmer eller bøker eller noen spesielt sånn? Jeg kom jo borti Jura og hjemstedet til Louis Pasteur, som jo er fra det området. Han har jo en tung medisinsk historie rundt vaksine mot rabies, for eksempel. Og forskning på en sopp som ødela druehøsten på et tidspunkt. Så det var nå det. Det er jo rundt Besançon. Men så har jeg også vært turist i Frankrike, mest i sør, mest i Languedoc, og kulturelt, så vinkultur, matkultur, litt politisk kultur, geografi, randonnée i franske fjell, som man kan gjøre på tidspunktet det er snø i Norge. Så jeg har en del kontakter, en del interesser som knytter seg til fransk kultur, fransk geografi og så videre. Ja, ok. Og du som har tatt så mange kurs, har du noen tips for de som hører på podden i dag? Tips for de som kanskje tenker seg å ta franskkurs snart, eller i løpet av året, for eksempel? Ja, jeg tror man er tjent med å ta en slik test for å finne sitt riktige nivå. Og siden jeg har vært her i over 20 år, så jeg synes at det kursopplegget det kultursenteret tilbyr er veldig bra, og nivået er bra, og jeg synes egentlig at det overgår hva jeg har sett av friundervisning og sånt. Det er litt annen tror jeg, målgruppe på friundervisningen sammenlignet med hva det franske kultursenteret gjør. Og så synes jeg at selvfølgelig at det er pedagogisk velkvalifisert instruktør hos dere, absolutt. De er litt forskjellige, men som jeg sa i sted, det er i seg selv en fordel. At de har litt forskjellig vinkling. Ja, ikke sant. Og siste spørsmål når det gjelder språk, Kjetil. Har du behov for fransk i jobben din? Jeg vet ikke, dagligdags på jobb, bruker du fransk av og til? Da jeg arbeidet med humanitære helseprosjekter i Vest-Afrika, ja. På jobb som sykehuslege i Norge er det relativt sjelden. Pasientene som jeg behandler, jeg tror det vanligste språket jeg trenger å snakke er urdu. Det gjør jeg ikke. Og så er det, nå er det jo russisk /ukrainsk, og så er det en relativt stor gruppe med spansktalende pasienter, gjerne med opphav i Sør-Amerika. Men det er klart, det er en og annen fransktalende pasient, av og til afrikanere, hvor det kan være litt praktisk, men det er nok ikke den største gruppen fremmedspråklige pasienter i Norge, det er det ikke. Så jeg foreslår at vi fortsetter samtalen vår på fransk, Kjetil, nemlig for å snakke litt mer om din interesse i Citroën. Ça va, Kjetil? On passe en français? Et ma première question est simple, Kjetil. Tu es fan de Citroën, mais pourquoi pas Renault ou Peugeot, par exemple? Alors, c'est pas de problème avec Peugeot ou Renault, mais l'histoire de la marque Citroën est formidable et je pense que c'est fascinante. L'origine
est bien sûr d'une histoire industrielle où le design était toujours au premier plan, pas le gérer les usines économiquement. C'était un problème de fondateur André Citroën. Il était innovatif, mais il avait des problèmes avec des projets sur le réalisme. Il a fait des erreurs beaucoup de fois et enfin il a perdu son société. Oui. Bon, C'est l'aspect historique qui te plaît, c'est ça? ouais. Mais on peut dire que sur les marques Peugeot et Renault, à l'époque, il était toujours plus conservateur, mais peut-être aussi plus solide et plus fiable, mais aussi, dans mon avis, aussi plus ennuyante. D'accord, donc quand même, oui. Et les modèles, les plus emblématiques pour toi de Citroën, c'est la DS? C'est la 2 chevaux? Ouais, je pense qu'on doit commencer avec la traction avant, qui était née en 1934 sur le dessin de André Citroën, mais aussi son ingénieur-chef André Lefebvre. Et pour la première fois, on a réussi de produire une voiture industriellement avec traction avant. C'est pas Citroën qui a inventé le traction avant, mais lui, son société a trouvé un joint homocinétique avec laquelle c'est possible de transférer la force de moteur aux roues euh, sans sans les alors alors parfaitement glissant. Et quel était l'intérêt des tractions avant? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a mis au point ce système? L'intérêt de lui, son intérêt, Mmh. euh, pour avoir une voiture qui était mieux sur les roues où il y avait tant de trous et la qualité des roues était mauvaise à l'époque. Oui, oui, donc pour optimiser la qualité, et Ouais. la circulation. Mmh. Et il avait une suspension de barre de torsion. C'est un principe inventé par Otto Porsche en Allemagne. Et on a le moteur flottant. Et tout ça a été construit pour augmenter alors pour faire un voyage plus euh, confortable. Et donc au-delà des tractions avant, viennent les modèles emblématiques de Citroën, la DS ou la 2 chevaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, je ne connais pas beaucoup de chevaux, mais la DS, j'en ai une qui est en train d'être restaurée. Et la DS, il représente, je pense, d'un plus grand développement euh, dans la technologie des voitures pendant euh, la dernière euh, euh, 100 ans, Oui, le dernier siècle. Mmh. siècle, oui. Euh, et elle a une suspension hydraulique euh, avec laquelle on peut rouler très confortable sur des routes euh, difficiles. Oui, Et, d'accord. et, et aussi, la carrosserie était très moderne. Même aujourd'hui, on peut dire que c'était l'avenir
de technologie qu'on a montré en 1555, 1955. Et toi, ta DS chez TIL, ta Citroën DS, tu l'utilises ou c'est uniquement pour la collection? Bon, alors, pas encore. Il est en train d'être fini, mais ma traction avant, j'ai eu depuis 1976, quand j'avais 18 ans. Oui, donc tu as une histoire familiale, personnelle avec cette voiture en fait. Est-ce que tu fais partie d'un club de collectionneurs de voitures chez TIL? Est-ce qu'il y a des fans comme ça qui se retrouvent dans une association des collectionneurs de Citroën? Oh, oui, oui, il y a une dizaine, non, une centaine de participateurs des clubs Citroën. Donc, il y a 4 clubs Citroën, pour la traction, le 2 chevaux, le DS, le CX, le XM, le SM. Il y a un groupe de clubs. Des clubs. D'accord, et vous vous rencontrez parfois? Est-ce que vous vous retrouvez ensemble? Oui, il y a des réunions, alors, surtout pendant l'été. Mais on discute, on échange les compétences technologiques. Il y a un bon environnement dans les clubs, mais on a le problème euh, des, des, des membres sont très vieux. Quand j'étais là la première fois, à l'âge de 20 ans, j'étais un des plus jeunes et je suis toujours parmi les plus jeunes. D'accord, et les modèles les plus récents de Citroën, ça t'intéresse ou pas trop? Les nouvelles Citroën. Alors, on a, euh, on a abandonné la suspension hydropneumatique à cause économique, je pense. Et bon, c'est les économistes qui gèrent les décisions de la compagnie. Ça c'est dommage. Mais ils sont toujours innovatifs. J'ai essayé de rechercher les modèles électriques, mais il paraît qu'il est en train alors, le développement est plus lentement par rapport des voitures coréennes, japonais et chinois. Oui, et ça c'est un problème, je suis d'accord avec toi chez TIL, mais qui dépasse effectivement Citroën. Mais tu as dit que l'aspect historique t'intéressait beaucoup et Citroën, c'est aussi une histoire familiale, industrielle, avec la fondation de Citroën par André Citroën en 1919. Est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous raconter sur cet aspect-là, sur cette famille? Bon, on peut commencer avec son nom, parce que son grand-père ou son ancien père était juif d'origine polonaise, je pense. Et comme juif en néerlandais, il n'avait pas un nom de famille. Et avec l'occupation de Napoléon en 1810, tout le monde a dû choisir un nom de famille. Et comme lui, il était vendeur de fruits, il a pris le nom Limonenman, qui en Néerlandais signifie l'homme qui vend des citrons. Et après quelques générations, et on a déménagé à Paris, les Limonenman ont changé son nom à Citroën. Et puis, l'autre est pourquoi est-ce qu'on a le symbole de chevron, le double chevron. Et l'histoire était quand M. Citroën a trouvé que quand on dessine les engrenages à double chevron au lieu des dents transverses, mécaniquement et aussi le bruit, mais alors c'est meilleur mécaniquement et ça produit aussi moins de bruit. Et dans une boîte de vitesse, par exemple, quand on entend des anciennes voitures, il y a toujours un bruit.
ils chantent quand ils passent. Et avec les engrenages à double chevron, ils sont beaucoup plus silencieux. Et ça, ça, c'est la raison pour le symbole chevron. Et alors, ça, c'est aussi l'animal chèvre qui a un pied avec des doubles ongles. Et c'est très utile quand le chèvre marche en montagne sur les rochers oui, on sert mieux sur le sol. Oui, donc c'est aussi un symbole technique, c'est ça, qui dit que la voiture tient mieux la route que les autres. Il y a aussi un troisième chapitre de Chevron et ça, c'est une méthode aux chirurgie orthopédique quand on veut quand on coupe un morceau d'os et on le bouge, on transfère, on veut avoir la stabilité maximum sur la construction. Et si on le coupe en V avec un tel chevron, ça produit une stabilité intérieure qui est beaucoup mieux par rapport d'un coup de transfert. Il y a une méthode qui s'appelle l'ostotomie de chevron qu'on utilise dans le pied. D'accord, bah écoute, tu nous apprends des choses, je le savais pas, et toi en plus qui es spécialiste du pied, je crois, en médecine. Et écoute, pour terminer, quand on parle beaucoup aujourd'hui d'empreinte écologique, de la voiture qui finalement perd quand même de son influence, qu'est-ce que tu en penses toi en tant que fan de Citroën et que collectionneur? Est-ce que ces voitures Citroën et les voitures en général, quel est leur avenir? Quel est l'avenir de la voiture? Je ne crains pas que les voitures sont alors, je suis sûr qu'on peut les utiliser. Et c'est aussi quand on prend une voiture de l'usage quotidien et le transfert à une voiture ancienne, une voiture de collection, on va la consommation et la pollution va être réduite et formidable. On me demande, est-ce que tes voitures utilisent beaucoup d'essence? Moi, je dis non. Je mets de l'essence une fois par an parce qu'on on n'utilise pas beaucoup. On ne roule pas beaucoup avec des voitures. Alors, je pense que dans l'avenir, ça sera permis d'avoir des voitures collectables, des voitures, des anciennes voitures, parce que ça représente aucune menace pour l'environnement, je pense. Oui, donc des voitures qu'on utilise peu ou que pour la collection. Et d'ailleurs, je crois que toi-même, tu prends les transports en commun, n'est-ce pas, pour aller au travail, si je me souviens bien. Le train, l'autobus. Voilà. Alors, est-ce que tu veux ajouter des choses sur sur ces voitures françaises pour cet épisode? Est-ce que tu veux peut-être inciter les gens à acheter des voitures françaises? Je sais pas, tu ferais plaisir à beaucoup de monde dans le milieu francophone, français. Oui. Alors, ces jours, je pense que les voitures françaises sont bons dans son groupe, mais malheureusement, alors, euh, les, je, je pense que peut-être les Japonais et les Coréens sont plus fiables, euh, et, mais quand il s'agit d'une voiture avec un âme, c'est surtout les Français. D'accord, je comprends. Donc il faut retenir l'âme des voitures, c'est ce qu'on retiendra. Et écoute, Chétil, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour cet épisode du jour du podcast? C'est un honneur d'avoir euh, la chance de présenter ce qui m'intéresse sur les voitures. Et d'ailleurs, si vous avez aussi une passion pour Citroën, que vous êtes collectionneur mais pas encore connu de Chétil, n'hésitez pas à nous contacter. On fera le lien et je crois aussi, Chétil, tu nous as envoyé un exemplaire
d'une revue qui s'appelle Citrophile, il me semble, oui, et qui parle donc de Citroën et qui explique un peu ce qui se passe dans le milieu des collectionneurs. Donc voilà, vous le saurez pour la prochaine fois. Eh bien, Chétil, merci encore pour cette passionnante discussion sur la langue française et ta passion pour Citroën. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain épisode. Tack för oss. Vi ses snart. Abonner på podcasten på Spotify, Apple Music eller andra plattformar och besök oss på franskkulturhus.no eller på sociala medier Fransk Kulturhus. Merci, à bientôt. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, Apple Music ou sur votre plateforme habituelle et retrouvez-nous sur franskkulturhus.no ou sur les réseaux sociaux Fransk Kulturhus.